What is up, family? We have another Patreon request. We got Exoconference. Conference. Conference. I don't know how to say conference in French. Conference. I don't know. I can't say Rennes. Rennes. I don't know. Exoconference opening. Spécial édition e-thinking. E-pensée. C'est pas. I don't know what this is about. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un petit peu particulier, en effet ça va pas être un épisode comme les autres, je vais I have seen you before, my friend. I have seen you before. simplement laisser la place dans quelques secondes à une captation qui a été faite de ma première partie sur la tournée de l'Exoconférence. OK. Avant de vous la montrer, il y a quand même une chose que je voudrais dire, parce que c'est important pour moi, donc je suis désolé, je vais faire court, vous inquiétez pas. Mais pour moi, c'est hyper important que je puisse remercier Alexandre Astier de m'avoir donné cette opportunité-là de monter sur les planches avant lui pendant toute une tournée à l'Olympia, dans les Zéniths, à Bercy, à Londres, enfin j'en passe. Oh, he was the opening act. Palais des Congrès. Donc évidemment, remercier Alexandre Astier. Bien sûr, remercier Jean-Christophe Imbert. Alors, pour faire très simple, en fait, dans la première partie que vous allez voir, s'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres, bah, c'est Jean-Christophe Imbert. Voilà. Donc qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire en sorte que je puisse moi-même servir mon propre texte, ce qui n'est pas rien, ça reste un métier. Et alors pêle-mêle, là je vais en oublier un paquet, je suis désolé d'avance, mais évidemment merci à Marc, à Manu pour leur patience, à Agathe, à Isis, à Carac, à Yannick, à Rémi, à François, et à tous les autres. Et ma mère, Simon. mon père, le Dieu, and Jesus Christ, and my manager, my children. Gaël, Steve, Craig, Hugues, César, enfin, tout And le monde, je Hulk. suis désolé, j'en ai oublié plein, voilà. Even the Hulk. C'est comme ça, on oublie que What about Iron Man? un spectacle comme celui-là, il y a 30 personnes qui bossent, voilà, et qui sont toutes essentielles. Voilà, donc j'espère que cette partie va vous plaire. Moi aussi. Pour le coup, alors j'ai presque envie de dire plus que d'habitude, même si je ne devrais pas, je serais particulièrement sensible à ce que vous le partagiez, si ça vous a plu, à mettre des pouces comme ça, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Et on se retrouvera bien sûr très bientôt pour un nouvel épisode plus classique. Alors, cette captation a été faite à Clermont-Ferrand, on est à peu près au milieu de ma tournée. C'est-à-dire, moi j'ai fait 38 dates en tout, on est à peu près au milieu. Ce qui veut dire que ceux qui l'ont vu au 38 début dates. verront qu'il y a eu des ajouts, qu'il y a eu des modifications. Ceux qui l'ont vu très récemment trouveront qu'il manque des trucs qui ont été rajoutés par la suite. Mais c'est un peu ça la vie des spectacles vivants. It's normal. Et Ouais. celui-ci en particulier commence avec un incident technique. Tout va bien, vous inquiétez pas, c'est terminé. Bah ça va, vous êtes pas paniqué? Bon voilà, je sens qu'il y en a quand même 2-3 qui sont crispés, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est ça les spectacles vivants, hein. Des fois il y a des pains techniques, vous inquiétez pas, on est des professionnels, on s'adapte, on corrige, on fait évoluer le truc. Ça aurait même pu arriver pendant le spectacle, hein. Mais ça nous fait pas peur, hein. On sait gérer, vous inquiétez pas, et puis... Alors je sais que c'est intimidant parce que là on est sur une grande scène, vous êtes plein, mais je veux dire, vous faites pareil dans vos vies de tous les jours. Je veux dire, là j'ai juste réglé les lumières, hein, c'est pas un truc d'ingénieur de la NASA non plus. Hein. Non, les ingénieurs de la NASA, eux, quand ils doivent corriger un truc, là tout de suite c'est costaud, il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec les fusées. Bougez pas. Voir si je peux gratter. Ok. Ouais. Vous allez voir, les fusées, c'est complètement ouf. Vous voyez les fusées américaines qui décollent de Floride? Il y a toujours un énorme lanceur et sur le côté, il y a des petits propulseurs d'appoint, ça s'appelle. Des petites fusées. Derrière ces fusées, il y a une masse d'adaptations. Vous n'avez pas idée, parce qu'un jour, le Sénat américain s'est pointé, a dit aux ingénieurs, voilà, pour des raisons tant économiques que politiques, ces trucs-là, maintenant, vous les fabriquez en Alabama. Donc les mecs ont dit, ok, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on les transporte, du coup. Donc ils ont réfléchi, il a fallu s'adapter.
Hein, et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on passerait par la mer? Ça serait bien la mer. Oui, mais il n'y a pas la mer, donc du coup, c'est con. Par la route, peut-être, mais à la route, voilà, il faut bloquer les routes. Mais finalement, ils ont opté pour le chemin de fer, c'était ce qu'il y avait de plus sûr. Le chemin de fer, effectivement, c'est la bonne idée, le chemin de fer. Sauf que entre l'Alabama et la Floride, le chemin de fer, il passe par des tunnels. Sous la montagne. Et vous pensez bien que les gars qui ont creusé les tunnels l'ont fait pour faire passer des trains, pas des fusées. Ils n'ont pas fait des voûtes de 60 mètres, ça aurait été très joli, mais ça ne servait à rien. Donc du coup, il a fallu s'adapter et refaire complètement le modèle, ce qui fait qu'ils ont fait des lanceurs d'appoint qui sont beaucoup plus longs, mais beaucoup plus fins. Ils font 18 mètres de haut, mais ils font moins de 2 mètres de diamètre. Adaptation, évolution. C'est ça, on continue. On peut dérouler le fil, hein. Le rail lui-même. Le rail lui-même, il est standardisé aux États-Unis. Alors ce standard-là, c'est 4 pieds, 8 pouces et demi d'écart entre les deux rails. Ça fait 1,43 m et demi. Vous noterez bien le et demi. C'est très précis. Bon, ce standard-là, il tombe pas de nulle part. Il n'y a pas un jour un mec qui s'est pointé, qui a dit les gars, on va faire le standard, vous êtes prêts? Vas-y Joe, mesure, combien ça fait? 4, 8 et demi, note vite. Non, pas du tout. Ça tombait absolument pas de nulle part. Ce qui s'est passé, c'est que les premiers rails qui ont été construits aux États-Unis ont été construits par des Britanniques qui avaient déjà le chemin de fer en Grande-Bretagne. Donc ils avaient déjà la techno pour faire les rails, la techno pour faire les locomotives, ils se sont pas emmerdés, ils ont simplement importé le truc dans le nouveau monde. Adaptation, évolution. Bon, la Grande-Bretagne. Oui, mais pardon, il y a 30 000 ans, il n'y avait pas de rail, il faut bien que ça commence quelque part cette histoire. La Grande-Bretagne, pourquoi est-ce qu'ils avaient ce standard-là? Mais parce qu'avant d'avoir le train, ils avaient déjà le tramway. C'était une autre technologie, mais c'était aussi des rails, avec le même écart. Et avant le tramway, dans toute l'Europe, il y avait des mines de fer, de charbon, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc, avec le chariot, quand ils extractaient, là. Non, elle me fait chier cette phrase. Donc, quand avec le chariot, ils allaient récupérer le truc, ils le tiraient sur des longues sections de rails, et puis ils allaient jusqu'à l'endroit où ils déversaient le fourbi. Voilà. Et ça, c'était les premiers rails standardisés. Ouh. Mais ces rails-là, d'où ils venaient? Pourquoi ils ont fait ce standard? Mais parce qu'ils étaient parfaitement adaptés au sentier qu'il y avait en dessous. Parce qu'en fait, ça continue. Parce que le sentier qui est en dessous, eh ben, lui, il a été fabriqué il y a 2000 ans par les Romains. Les Romains de Jules César, SPQR, les Jupettes et la Mêlée et tout. Et là, c'est exactement pareil, ça s'est pas fait au doigt mouillé. Il n'y a pas un décurion qui s'est pointé, qui a fait vas-y, Caius, mesure. Non. Ils avaient une consigne très stricte pour ces sentiers. Il fallait pouvoir débarrouler dessus à toute berzingue en cas d'urgence en étant sur un char tiré par 2 chevaux qui galopent côte à côte. Bon, bah, les premiers mecs qui ont construit ça, ils ont regardé les chevaux, ils ont regardé les chars, ils ont pris leurs mesures, ils ont fait leurs calculs, et bim, ils ont fait un sentier sur lequel on a pu mettre les rails, sur lequel on va. Adaptation, évolution, c'est fou, non? Non, je vous sens pas là, 2 secondes, je résume. Donc, on est bien d'accord, les propulseurs d'appoint des fusées américaines sont directement dimensionnés sur la largeur du cul d'un cheval. Ah bah attendez, ça fait 2000 ans, mais je l'ai pas inventé, je veux dire, on a déroulé tout le truc. Alors, évidemment, donc, spectacle vivant, c'est exactement la même chose, c'est beaucoup plus court, nécessairement, je veux dire, un spectacle vivant, c'est quelques semaines, quelques mois, quand c'est quelques années. Mais c'est exactement la même chose, il faut sans arrêt s'adapter, évoluer. Des fois, c'est même le comédien sur scène qui fait évoluer le truc tout seul. Il est là en train de déclamer son texte. Roméo, qui es-tu? J'en sais rien, voilà. Donc, il a l'habitude d'embrayer 2 phrases. Et puis un soir, il a une fulgurance, il y a un truc qui fait chpoum là-dedans, il se dit tiens, à la fin de la première phrase, je vais faire une pause. Donc il fait sa phrase, bam, il fait sa pause. Et là, ça bruisse dans le public, il y a une émotion, il y a une réaction, enfin bref, ça marche, quoi. Le gars se dit waouh, mais je suis un génie! Et c'est comme ça que ça fait évoluer la mise en scène. Alors voilà, qu'on soit clair, quand je dis que ça évolue toujours de façon continue et subtile, hein. Il n'y a jamais de rupture, on ne remet pas les choses à plat. Je veux dire, Alexandre Astier, il n'est pas dans sa loge là en train de se dire ah, l'exoconférence, ça m'a saoulé. Ce soir, je vais leur faire les beaux jours de Beckett. Ça va être bien. Non, ça va pas être bien. Vous inquiétez pas, il va faire l'exoconférence. Mais il va faire votre exoconférence. Celle de ce soir, personne ne l'a jamais vue, personne ne la reverra jamais. Elle est unique. Notez bien que j'ai pas dit qu'elle était meilleure. Pour qu'elle soit meilleure, ça tient aussi un tout petit peu à vous quand même. Hein. Oui, parce que la première différence entre 2 représentations, c'est vous. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soir, vous n'allez pas tant assister à un spectacle que vous n'allez assister le spectacle. Pour le faire évoluer. C'est ça l'évolution. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je m'embête avec ces histoires de cul de chevaux. Je veux dire, c'est tout simplement quand on parle d'évolution, le meilleur exemple d'évolution, The Evolution, Darwin. Je veux dire, voilà, vous allez voir un exemple tout con. Vous avez tous un corps humain, même ceux dans le fond que je vois pas bien. Genre là, monsieur, madame, monsieur me fait oui de la tête, monsieur me confirme qu'il a un corps humain. Et il est en train de se dire mais pourquoi moi? Alors c'est très simple, en fait je fais une adresse directe. Moi ça me permet d'être un tout petit peu plus à l'aise sur scène. Vous un tout petit peu moins, mais comprenez-moi, vous êtes seuls, ils sont 3000. Voilà, c'est juste ça. Donc monsieur a un corps humain, 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. Ça fait un 1 avec 14 zéros derrière, je peux le gueuler dans tous les sens, c'est un nombre qui n'a aucun sens, ni pour vous ni pour moi, c'est beaucoup trop grand. Pourtant à un moment donné, monsieur a été un spermatozoïde qui rencontre un ovule et pouf, une seule cellule. Et de cette seule cellule, 9 mois et quelques années
plus ou moins facile plus tard. 100 000 milliards de cellules. Mais attention, monsieur n'est pas qu'un gros tas de cellules, non. C'est finement ciselé. Monsieur est une œuvre d'art. On se sent mieux ou pas, franchement? Voilà, des cellules organisées, des cellules différenciées. Monsieur a des cellules d'œil, de nez, de peau, de bouche, de dents, de cheveux. Si, un peu. De poumons, de foie, de cœur, de rein. Le cœur. Par contre, ça c'est un poil long. 2 secondes, je vais voir si je peux. 2 secondes, bougez pas, bougez pas. Interesting. He's mixing comedy and I feel like I'm watching well, no, because Astrono Geek, tears apart things that are false. But he's also he also teaches. So I don't know. I get it's kind of like an Astrono Geek, but as a comedian. A science teacher who's funny. It's interesting. Ouais, en fait, je les sens encore très très paniqués par ce qui s'est passé. Voilà, il vaut mieux que je reste avec eux 2-3 minutes pour les rassurer quand même, parce que non, c'est bien qu'ils soient dans de bonnes conditions pour... Oh là là. Voilà, ok, donc le système cardiovasculaire. Alors, on a tous un cœur qui pompe le sang dans les vaisseaux sanguins. Voilà. Donc si vous prenez tous les vaisseaux sanguins d'une seule personne, de la plus grosse artère au plus fin capillaire sanguin, vous mettez tout ça bout à bout. C'est long et fastidieux, mais vous le faites quand même parce que c'est pour la science. Vous allez vous retrouver avec un tuyau certes totalement dégueu, mais dont la longueur totale oscille entre 120 et 150 000 kilomètres par personne. La première fois que j'ai vu ça, je dis Wikipédia, t'as craqué ton slip ou quoi? Je dis 120 mètres, j'aurais trouvé ça raide. Non, c'est bel et bien entre 120 et 150 000 kilomètres par personne. Ça, c'est fou. Putain, mais où? Ouais. Parce que même si on fait plein d'allers-retours comme ça, non, pardon, mais il faut placer les organes, les muscles, les os, les nerfs. Ah oui, système nerveux, même combat. Hein. Système sanguin, combien tu fais? 150 000 km? Moi, pareil. Mais oui, 150 000 km de sang, 150 000 km de nerfs dans une personne, c'est tout à fait logique. Mais bien sûr. Voilà, là, vous êtes à peu près 3000. J'ai pas compté, hein, on m'a dit. Ok, hier, j'ai compté. Oh, les gens se sont emmerdés. Voilà, vous êtes à peu près 3000. Si je prends vos systèmes sanguins à tous et que je les mets tous bout à bout, ça fait de la Terre au Soleil, à la Terre, heureux au Soleil. With 3,000 people. Alors je sais là, vous vous dites c'est normal, on est plein, ça Wow. ne choque pas tant que ça. Alors voilà, je veux pas être désobligeant parce que c'est vrai que vous êtes une grande salle, mais à l'échelle de la planète, vous n'êtes pas très nombreux. Non. Vous n'êtes que 3000. 3000 personnes, c'est un peu plus que la bamboule. Vous êtes C'est quoi la bamboule? Voilà. Et pourtant, vous noterez aussi, entre 120 et 150 000 km par personne. Ah oui, il y a une marge. Hein. Bah oui, on n'est pas tous foutus pareil. Hein. Vous prenez un type qui fait 1m65, un type qui fait 1m90, la différence entre les deux, c'est quoi? Ah bah c'est 25 cm et 30 000 bornes de vaisseau sanguin. Ça fait 3/4 du tour de la Terre. Ouais, c'est rien. Et je sais qu'alors, il y a une question, on s'est tous posé au moins une fois, c'est humain. C'est face à une telle complexité, on se dit, est-ce que vraiment tout ça peut n'être que le fruit du hasard? Vraiment? Mais bien sûr que oui, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que si c'est pas le fruit du hasard, je veux qu'on m'explique l'ornithorynque. C'est quoi le projet? Ils ont confié ça à des stagiaires de 3e ou quoi? Les gars, ils étaient là, ils ont pioché, ils ont fait t'as trouvé quoi? Un bec? Vas-y, mets-lui un bec! C'est quoi une queue de castor? Vas-y! Non, évidemment, tout ça peut n'être que le fruit du hasard, je vais vous le montrer. La vie est apparue sur Terre quand? La vie est... Alors, bon, là par contre, le bond est un petit peu plus conséquent que les 2000 ans du cul du cheval, et j'ai bien confiance que vous n'aviez jamais entendu cette phrase auparavant. Voilà, Non. la vie est apparue sur Terre à 3,5 milliards d'années. 3,5 milliards d'années. À l'époque, la vie, c'est nul. Sauf pour 2-3 biologistes qui sont là, genre, ouais, non. À l'époque, la vie, c'est des bactéries dans l'eau. Il n'y a rien de plus con qu'une bactérie dans l'eau. Hein. Je veux dire, c'est une cellule toute seule qui n'a pas de noyau, il y a déjà de l'ADN. Hein. C'est déjà de Pas de noyau. Voilà. Cette bactérie, comment elle fait pour se reproduire? Le sexe n'existe pas encore. Non, quand je vous dis que c'était nul, c'était nul. Et ben, elle s'étire, et pas comme ça, on se retrouve avec 2 bactéries qui sont quasiment identiques. Et le mot important, c'est quasiment. Parce qu'il y a des mutations génétiques. Et ces mutations génétiques, après des milliards d'années, des millions de générations, ça crée une complexité dingue, ça crée une diversité folle. Je veux dire, monsieur qui pensait que j'avais oublié, monsieur partage 50% de son ADN avec une banane. Riez pas trop, vous êtes bien conscient que c'est un exemple, que c'est valable pour vous aussi. On a 50% qu'une banane, 60% qu'une mouche. Salut cousine. On est où là? Sérieusement. Et cette complexité, cette diversité. La diversité. Ouais, alors oubliez tout ce que j'ai dit. Celui-là, il est bien, celui-là, il est vraiment bien. En revanche, il faut que je vous prépare un peu, parce qu'il est raide. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui sont pas très à l'aise quand on leur parle d'acariens, ou de microbes dont on vous explique qu'ils sont trop petits pour qu'on les voie, mais qui grouillent absolument
partout. Donc si vous êtes de cela, bah, je suis désolé parce que je vais le faire quand même, mais voilà, je suis avec vous. Il y a une plus grande diversité biologique dans votre nombril. Restez calme. J'espère que vous appréciez le fait que je ne parle que du nombril. Il y a une plus grande diversité biologique dans votre nombril que dans n'importe quelle forêt tropicale. Et je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher de penser à ceux d'entre vous qui ce soir vont rentrer chez eux se désinfecter en disant non, j'ai pas envie, non, je veux pas. C'est normal, c'est humain, c'est normal. Mais il y a Wow. aussi un truc par rapport à l'évolution. Et ça aussi, c'est humain. C'est quand on pense à l'évolution, on demande à quelqu'un c'est quoi l'évolution, mais bah c'est facile. C'est depuis que la vie est apparue sur Terre jusqu'à maintenant. Parce que nous, on est la forme évoluée. Ah, pas du tout. Ah, C'est pas du tout fini, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord? D'accord. Alors, le meilleur exemple pour ça, c'est l'œil, vous allez voir. c'est juste le début. Non. Ouais, oui, c'est moi, je leur ai demandé d'applaudir pour faire un test acoustique parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème au coin sud-est. Non, mais tu sais comme je suis, j'ai envie que tout soit parfait pour Alex. Mais pour Monsieur Astier. Mais pardon, oui, merci. Oui, je fais vite, merci. Merci. Papa. Merci, ça fait plaisir, mais je vais me faire tirer là, oula. Non, je dis, il y a un truc, il y a un réflexe qu'on a tous, et je vais vous montrer pourquoi, c'est pas fini, hein, cette histoire d'évolution. C'est le meilleur exemple, c'est l'œil. Mais bon, il y a un préalable sur l'œil déjà. Il y a toujours des préalables de toute façon. Donc l'œil déjà, il faut savoir, c'est un organe qui est beaucoup plus performant que vous ne le pensez. Y compris pour ceux d'entre vous qui biglent. Non, l'œil, c'est un organe vraiment qui est très très performant. Si la Terre était plate, la Terre est ronde. Non. Elle est ronde? No, we're not gonna start that again. Mais il y en a, il me regarde, fait pas quoi. Si la Terre était plate, on pourrait par une nuit bien sombre, à l'œil nu, distinguer la flamme d'une bougie à 50 km. La flamme d'une bougie à 50 km à l'œil nu. Waouh! Ça, c'est l'œil. Mais la Terre est ronde. Alors c'est beaucoup plus pratique pour y vivre, hein, mais ça limite un peu. En tout cas, voilà, si vous aimez vous la péter auprès de vos potes, prendre des postures un peu épiques comme ça, vous pouvez dès demain dire à vos potes, tu sais Jean-Claude, ma vision n'est limitée que par la courbure de la Terre. Donc maintenant que j'ai fait ce préalable, l'œil. C'est ça, l'idée c'est de montrer que l'œil, voilà, c'est pas fini du tout. L'œil, d'où il vient l'œil? Bactéries, 3,5 milliards d'années, pas d'œil. Ah. Mais mutation génétique, génération, etc. Pouf, elle se met à fabriquer d'un coup une protéine qui avant n'existait pas, qui absorbe la lumière. C'est l'ancêtre de l'œil. Et ça continue d'évoluer jusqu'à donner un œil, puis deux yeux qui voient très très bien, et ça évolue comme ça jusqu'à... Il y a 380 millions d'années à peu près, il y a une bestiole. Elle a nécessairement existé, puisque avant elle, tous les animaux vivaient sous l'eau, et après elle, il y a des animaux qui vivent hors de l'eau. Mais cette bestiole, on ne connaît pas sa gueule, on ne connaît pas son nom. Perso, je l'appelle Gérard. Et donc, à un moment donné, Gérard, c'est le premier animal à sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Bah sans doute rien, parce que c'était un espèce de lézard, quoi, mais... et puis surtout, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu en sortant? Mais il a vu que dalle, parce que ses yeux étaient faits pour voir sous l'eau. C'est exactement comme nous, quand on met la tête sous l'eau, si on n'a pas de lunettes, on voit rien. Parce que nos yeux sont pas adaptés à ça. Pourtant, quand il a sorti la tête, personne n'a mis pause. L'évolution, ça fait que continuer. Je veux dire, personne n'a mis pause pour dire stop. Bon, radiner les designers, là. Lâchez cet ornithorynque. Il va nous falloir des yeux secs 2.0 pour Gérard, qui maintenant vit hors de l'eau, visiblement. Voilà. Non. Ça a continué d'évoluer jusqu'à, pendant des millions d'années, jusqu'à vos yeux, mes yeux, les yeux des aigles. Qui voient bien les aigles. Tout ça à partir des yeux de Gérard. Oui, mais nos yeux ont encore besoin de baigner dans un milieu marin, encore aujourd'hui. Sous les paupières, on a du liquide en permanence, c'est pour ça qu'on cligne des yeux, pour que la surface de l'œil reste humide. Vous voyez ou pas? C'est pour ça qu'on a des larmes. À cause de Gérard. Et il y a des gens qui pensent que dans 1 million ou 2 millions d'années, on aura des yeux parfaitement secs. Moi, je ne pense pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'entre-temps, on a développé quelque chose d'unique. On pleure. Alors on pleure pour plein de raisons. On pleure de joie, de honte, de douleur. On De rire. pleure parce qu'on a des émotions. Ces émotions, elles dirigent nos vies. Ce sont elles qui font qu'on monte voilà, sur des scènes pour faire des spectacles vivants. Et ce sont elles qui vous font venir à ces spectacles vivants. Des spectacles tellement vivants que le moindre luminaire qui part en sucette, on pourrait croire qu'il est vivant. Et c'est pour cette raison
que j'ai toujours autant d'émotions à voir un public rencontrer sa représentation. Je sais la chance qui est la vôtre ce soir. Oui. Ah, bah, très bien. J'ai redit. Alors, on me dit de vous dire qu'il y a un entracte de 15 minutes, là, qui va commencer, donc c'est cool, ça me laisse un peu de temps, parce que je voulais vous dire un truc sur le sexe qui est absolument hallucinant, vous allez voir, ça va changer vos vies, hein. Est-ce que... Oui. Que je ferme ma grande. Ah. Gueule. Très bien. Ok. Comme je le disais, voilà. Petit entracte de 15 minutes, s'il y en a qui veulent faire un petit pipi ou boire un coup. Suite à ça, je vous souhaite une excellente conférence. Et comme dit Daniel Gilbert quand elle vient à Clermont-Ferrand, bonsoir Clermont-Ferrand! Ok. Tu vois, tout ce temps, je croyais, bon Dieu, il a fait Adam et Eve. Huh. And they were the humans that evolved, that's why it doesn't make much sense. That one guy, one girl made the whole population? Science. Science. Very well done, science. Yeah, when you think of how small cells are, and if you took all the cells in your body and put them in a long line, you know what? It's crazy, the explanation of what he just did. C'est fou. I mean, he's probably not wrong. Although I don't know if I believe the horse ass to create tunnels. Mais I think a lot of what he's saying is c'est vrai. It makes sense. And you don't think about it. You don't think about it. You don't think about it. How could something become something without two? You know what I mean? Noah's Ark. You had to take one of each. Otherwise, how could they reproduce? Well, bacteria said, I only need one. And when I'm ready, I'll break into two and I'll become two. Man, and then it takes a million years. A million years. Man, you know, it really is. It's we don't have the brain capacity to comprehend the time it takes for just maybe, like you said, one eye, un œil, oh là là, un œil, voilà, un œil, to become deux yeux could have taken a million years. Alors bon, a comedian who teaches science. It's perfect. Y pensez. Eh ben voilà. I know I've seen him before. I know I've seen him before. Is that, yeah. I know I've seen him before. Oh, this was 10 years ago. Oh la la. I don't know where I've seen him before, but I've seen him before. Does he have a channel too? Anyway, he's huge. Apparently, he could get on stage and do his thing and become a true stand-up teacher / comedian. And if that was 10 years ago and he's still doing good in his career, I would imagine that 3,000 is now 30,000 people. You know what I mean? I don't know. It all depends. You know, it's you know, I could maybe see how some of you are going to be like, Jim, I didn't like it. Because there's teaching and learning involved. Some people just say, I don't want to learn. I just want to laugh. I don't want to laugh. I just want to learn. Well, over here, you get both. You get both. So I think you should like the video, but I don't. I liked it. C'était bien. And I learned a few things. I don't know if I believe every single thing he said, but I believe a lot of what he said. Il est drôle. Il est drôle. There's one part I didn't understand. Merde. Started with the letter B. You remember when he said that? La bourre quelque chose. You guys have to tell me what the hell that means. Je savais pas. Okay, anyway. À la prochaine. Take care. Peace out.
Et bonne nuit. Je préfère au péton les fleurs et les bourgeons.